Bienvenue dans ce 4e épisode du Bourras Podcast, là où on inspire puis on aide les professionnels à entreprendre et innover. Donc aujourd'hui, on a eu un super épisode avec Thierry Lorfis, président de Coffee Break. On a parlé de email marketing. On a parlé d'intégration au niveau de l'entrepreneuriat puis son implication aussi là, en tant que jeune entrepreneur. Exactement. On a parlé de Klaviyo, d'outils d'automatisation. On a parlé des plus gros défis, des conseils pour entreprendre, pour faire décoller son e-commerce. Donc, un bel épisode, puis je vous encourage à stay tuned. Stay tuned! Bon épisode! Thierry Lorfis, comment ça va, mon chum? Ah, ça va super bien, toi? Ça va super bien. Salut Thierry. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. On est super content de te recevoir. Pour ceux qui nous écoutent, je me rappelle, il y a 5 ans, plus de 5 ans, tu as été dans les premiers qui m'ont vraiment aidé à lancer Bourrasque Innovation. Tu es le premier que je t'avais prendre un café. Je m'en rappelle encore où est-ce que c'était à Montréal, proche de, genre, pas McGill. À l'Université Concordia. Concordia. Puis là, je te demandais des conseils parce que tu étais déjà sur LinkedIn, puis tu créais déjà du contenu. J'étais comme, c'est non mais nice Thierry, genre, comment ça marche LinkedIn, puis tout. Fait que je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu décrirais Thierry Lorfis? Moi, je suis consultant en email marketing pour les boutiques en ligne. Donc, moi, je fais ça depuis officiellement comme plus de 3 ans à mon compte avec mon agence Coffee Break. Donc, ça, c'est vraiment mon créneau. Donc, toute personne qui a une boutique en ligne, qui vend des produits, mais moi, je les aide justement à être plus profitables avec l'email marketing. Très cool. Puis, pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours, puis comment t'en es arrivé à travailler puis te spécialiser dans l'email marketing? C'est vrai que l'email marketing, c'est un peu par hasard que j'ai découvert ça parce qu'essentiellement, avant, j'étais directeur marketing en entreprise pour le groupe Bellon Prestige. Comme ça, donc, c'était le premier job en sortant de l'université. Et essentiellement, il y avait comme 4 filiales, il n'y avait pas de département. Donc, c'est moi qui ai comme un peu créé le département, j'avais tout à faire. Donc, j'ai eu le temps de tout tester aussi. Donc, j'ai eu le temps de voir qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je n'aimais pas dans le marketing numérique. Et graduellement, c'est pendant la pandémie, en fait, j'avais été mise à pied pendant un mois. Et tout, puis je me souviens, en fait, j'avais fait un webinaire avec Digitad, essentiellement, et c'est comme ça que, tu sais, Alexandre Campasson avait bien aimé ce que j'avais dit pendant le webinaire, il m'a envoyé un message via LinkedIn, ah ouais, est-ce que tu aimerais venir donner un cours d'email marketing chez La Fusée et tout, donc, au final, tu sais, je connaissais absolument, tu sais, je connaissais un peu, dans le sens où j'en avais déjà fait en entreprise, mais j'étais pas bon comme tel, mais... T'as eu une opportunité. Tu sais, j'avais rien à faire, mise à pied, comme tel, je me suis dit, regarde, je vais prendre le temps de tout apprendre et monter un cours sur l'email marketing. Comme ça, je peux enseigner l'email marketing. Donc là, c'est comme ça que, tu sais, j'enseigne l'email marketing depuis 5 ans. Et en plus que, c'est ça, maintenant, je le fais avec différentes entreprises partout à travers le Québec. Nice. Puis là, t'as fait de la transition vers Coffee Break, puis avant, t'étais Lorfis Marketing. Genre, qu'est-ce qui est arrivé, là? Qu'est-ce qui a changé ou pourquoi cette décision-là? C'était une rencontre à C2 Montréal l'année dernière, en fait, qui a pas mal changé ça, parce que essentiellement, bon, il y a un gars, Frédéric Vicaire, qui a l'agence Harlequin, en fait, on s'est rencontrés à C2, puis là, il m'a dit, ouais, mais tu sais, il disait ton nom de famille, puis en plus, mon logo, c'était comme carrément mon visage, comme tel, donc là, il y a un point, j'étais comme, c'est sûr que ça fait comme si c'était juste moi, l'entreprise, mais à un certain point, il y a pas, bon, en ce moment, c'est sûr que c'est moi, puis je travaille avec d'autres freelancers pour le marketing, mais il y a un point où j'étais comme, ok, je peux pas, il n'y a pas juste moi là-dessus. Tu sais, éventuellement, ça se peut que je recrute. Donc, pour vraiment plus me positionner davantage et me crédibiliser, c'est pour ça que là, j'ai changé vers Coffee Break. OK. Très cool. Puis ça a été quoi, mettons, dans tes années chez Bellon? Tu sais, ça a été quoi tes plus gros apprentissages? En termes de marketing ou en termes d'entrepreneuriat ou en termes de, tu sais, comment une business fonctionne? Il y en a tellement... C'est lui d'un point de vue plus entrepreneurial. Il y a un point où j'ai compris aussi que tout ce qui est les changements de culture, Ouais, si on va parler du changement en entreprise, puis là, je parle d'une entreprise qui est établie, il faut accepter que ça prend du temps. Parce que j'avoue que quand on sort de l'université, on est... on est primé, on est comme, je vais changer le monde. Exactement, on est ultra craqué, puis bon, moi, j'étais un peu ce genre, tu sais, celui qui sort de l'université, qui allait au bureau de la patronne, puis... Sort de HEC, puis je sais ce que je parle, puis... Exactement. Parce que, mais tu sais, il faut changer ça, mais déjà, tu sais, le temps pour qu'on te fasse confiance, ça prend du temps. Pour mettre en place les changements, ça prend du temps. Quand même, il y a toujours un jeu de patience que, tu sais, c'est vrai que plusieurs de mes amis me disaient, ah, mais tu sais, tu devrais aller ailleurs ou tu devrais être mieux payé. Mais le fait que je me suis dit, OK, je vais rester là, je vais prendre le temps d'apprendre
tous les rouages, vu que j'avais tout à apprendre, puis j'étais en train de monter le département de zéro, ben, ça m'a vraiment donné un peu de la perspective, parce qu'aujourd'hui, quand je fais des changements aussi, de mon côté, avec mon entreprise, il y a un point où on est toujours impatient, on veut que ça aille vite, on veut que tout aille vite, mais il y a un point où il y a aussi de la patience. Genre. Ça prend du temps, comme tel, c'est parfois pivoter. Il y a un moment où ça va être creux, puis à un moment donné, ça va remonter, ça va prendre quelques mois, puis il faut que tu acceptes ça, que tu le veuilles ou non. Là, c'est pas une journée que tout va changer. Donc, ça, c'est peut-être un de mes apprentissages comme en point de vue entrepreneurial, c'est comme plus le côté patience, le fait de avoir eu à implanter parfois ces éléments dans l'entreprise. Ça m'a aussi donné cette patience-là quand je travaille sur mes propres choses. Mais ensuite, d'un point de vue purement marketing, je t'avoue que le fait d'avoir eu à tout faire par moi-même, donc tu sais, avoir à écrire les articles, puis ça, c'était avant ChatGPT. Ouais, c'est ça. Avant ChatGPT, donc tu sais, je me rappelle, mettons, il y avait une boutique qui s'appelle Le Balconier où, je pense que c'était comme été 2021, où je rédigeais comme 3 articles de 500 000 mots par jour, mais il n'y avait pas l'IA. Genre, c'était vraiment moi qui tapais tout ça, c'est la réflexion et tout. Sauf qu'aujourd'hui, l'IA facilite grandement les choses, mais le fait de savoir, OK, à quoi devrait bien ressembler le output final, que ce soit un article, que ce soit alors, tout ce qui est le copywriting, la publicité et tout, ça me donne vraiment une vue d'ensemble, puis je me dis, si jamais, tu sais, je suis vraiment, comme, dire, dans la merde et tout, je sais quand même faire de la publicité, je sais faire de la rédaction d'articles, je sais faire du montage vidéo, donc il y a plein d'autres choses, plein d'autres aspects que je peux me renouveler s'il y a quoi que ce soit qui arrive. Ouais. Puis, ça a été quoi qui t'a vraiment motivé à faire le saut, genre, OK, je veux 100% en entrepreneuriat, puis, tu sais, qu'est-ce qui te motive encore à ce jour, même quand c'est tough, puis même quand, justement, il y a des vallées, puis il y a des succès et tout? Pas mal de choses. C'est vrai que au début, tu sais, quand on commence en entreprise, tu sais, moi, je trouvais ça amusant le fait d'avoir plein de choses à faire. Tu sais, je voyais comme un signe de reconnaissance. Je me disais, OK, waouh, même si, je veux dire, à l'époque, comme tel, le salaire que j'avais était relativement bas par rapport à tout l'apport que je faisais. Tu sais, ça me motivait parce que j'apprenais, mais il y a un point où, tu sais, je commençais à réaliser petit à petit qu'avec tout ce que je savais, et quand je regardais aussi les perspectives, et mettons, si je prends les échelles salariales, ce qu'on nous montre à l'université, là, mettons, tu sors à l'université, tu fais 41 000, puis le max que tu vas faire, c'est 80 000. Il y a un point où j'ai réalisé, j'étais comme, je sais que d'un point de vue, je veux dire, comme monétaire, rester dans le marché, je pourrais, genre, pour tout ce que je sais et tout ce que je suis capable de faire, il y a un point où j'étais comme, OK, je sais que je pourrais aller chercher plus en dehors du marché. Il y a aussi un autre point que j'avais réalisé, puis c'était autant en entreprise, mais aussi en voyant, si je prends, mettons, mes parents aussi, avec tout le travail qu'ils faisaient, c'est que, tu sais, parfois, on se donne tellement en entreprise, parfois, tu sais, je vois des gens qui, si je peux dire, comme s'abandonnent eux-mêmes, c'est comme C'est investir, là, beaucoup. Ouais. Là. Ouais, exactement, tu sais, ils s'investissent tellement, mais c'est plus comme, on abandonne un peu comme nos propres passions et tout, que là, je me disais... Ouais, on s'abandonne un peu. Ouais, comme dans 20, 40 ans, tu sais, je regardais, puis je me disais, OK, il y en a que je voyais, ça semblait pas comme pleinement accompli, pleinement heureux, puis là, je me suis dit, OK, mais j'ai l'impression que si je reste en entreprise, puis tu sais, il y a des bonnes entreprises, il y a des mauvaises entreprises et tout, mais il y a un moment où je regardais, puis je me suis dit, j'aimerais pas que dans 20, 30 ans, je suis en train de me dire, ah ouais, mais tu sais, j'aurais pu peut-être accomplir plus, mais finalement, je me lève, puis je suis malheureux, puis je compte mes jours d'ici la retraite. J'avoue que, tu sais, c'est là que je trouve que j'ai été avantagé dans le fait d'avoir été dans une entreprise où la majorité des gens étaient quand même plus âgés que moi. C'est que ça m'a donné cette perspective de voir, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient bien accomplis, qui aimaient ce qu'ils faisaient. J'en ai vu d'autres aussi qui aimaient pas tôt, mais qui étaient pas alignés dans leur vie, puis ça m'a fait refléter à me dire, OK, mais si moi, je prends pas action maintenant, peut-être que dans quelques décennies, ça pourrait être moi là-dessus. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui vraiment me motive 100%, c'est de me dire, le travail que je fais au quotidien aide les entreprises à, indirectement, créer de l'emploi, à, oui, faire plus de l'argent, mais c'est surtout le fait que, chaque entreprise que j'ai, ils ont une mission, parfois des petites missions, c'est pas nécessairement comme de changer le monde, mais parfois c'est juste des petits trucs qui font la différence, et de me dire, éventuellement, avec tout ce que je sais et le fait que je partage aussi ma connaissance, je permets à d'autres personnes d'entreprendre, et je pense qu'à un certain point, l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça qui peut faire la différence dans une société. Dans le sens où c'est sûr que les gouvernements peuvent faire bien des choses, mais ceux qui mettent le pain sur l'étagère et tout, c'est quand même le boulanger qui se lève à 3 heures le matin, qui prépare son pain le matin et tout. Donc, Ah, c'est valorisant, être capable de déceler que tu donnes un coup de main puis que ça apporte quelque chose d'intéressant. Tu as une valeur, tu livres quelque chose d'intéressant pour les entrepreneurs. Exact. C'est bien, c'est bien.
Puis tu sais, le email marketing, pourrais-tu démystifier ça un peu pour une entreprise qui, par exemple, l'utilise pas, que ça soit une entreprise d'e-commerce ou genre une entreprise de service, tu sais, c'est quoi? Puis c'est quoi les bénéfices aussi? Absolument. Donc, si on définit un peu email marketing, c'est vraiment de communiquer avec des personnes qui ont consenti à recevoir vos communications. Donc là, je parle pas du cold email où j'envoie des messages à froid à des gens qui n'ont jamais entendu parler de vous. Là, c'est vraiment, je suis venu, admettons, sur ta boutique, je suis venu sur ton site où je t'ai connu à travers les réseaux sociaux. On va créer une relation dans la boîte de réception à travers des envois. Donc, si on peut parler autant de tout ce qui est produits, services, comme tel. Donc, c'est vraiment comme l'un des canaux les plus rentables où, justement, on peut continuer de développer une relation avec sa clientèle. Ouais. Puis comment une entreprise peut en tirer bénéfice? Tu sais, concrètement, qu'est-ce que ça peut amener comme résultat, genre? Si je regarde, admettons, de mon côté avec certains clients, tu sais, que ce soit des clients qui font parfois 5 chiffres, 6 ou 7 chiffres mensuellement, si on parle parfois de 30, là je parle en revenu attribué, donc là je parle pas du revenu nécessairement comme généré, mais revenu attribué, parfois du 30 à 40% du chiffre d'affaires qui provient de l'email marketing. Donc j'ai certains clients qui, tu sais, c'est pas mal des multi-6 chiffres de revenus qui font juste à travers des automatisations que je mets en place ou parfois des infolettres qu'on envoie. Donc ouais, c'est quelque chose qui est très oublié. C'est pas le marketing, je vais dire, le plus sexy. Comme tel, on s'entend que, tu sais, une publicité qui a un gros ROAS, un gros retour sur investissement, c'est beaucoup plus intéressant à dire que, par exemple, une infolettre, que je dis, OK, ben, j'envoie juste un courriel avec du texte comme tel, c'est pas ce qui est le plus pertinent. Et pourtant, en termes de rentabilité, là, c'est monstrueux. On parle, les études disent entre 36 à 42 dollars comme tel. C'est sûr que, tu sais, ça varie selon où est-ce que vous en êtes, la taille de votre base de données et tout, mais c'est extrêmement rentable. Puis pour un dirigeant d'entreprise de service e-commerce qui nous écoute, tu sais, ça serait quoi les premières étapes? Mettons, il veut se lancer là-dedans, là, il voit qu'il laisse de l'argent sur la table. Ça serait quoi les premières étapes à faire là, pour pouvoir en tirer profit? Pour quelqu'un qui est en e-commerce, c'est sûr, c'est déjà de choisir le bon logiciel d'email marketing. Moi, par défaut, je vais plus recommander Klaviyo comme solution pour tous mes clients. C'est vraiment, moi, j'appelle ça un peu la Cadillac en email marketing. C'est spécialisé là-dedans, ça va super bien. Ça permet vraiment d'automatiser complètement le processus d'achat et en plus, ça s'intègre parfaitement avec tout l'écosystème Shopify. Généralement, beaucoup de boutiques utilisent Shopify ou WooCommerce. Donc, moi, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est ensuite de mettre en place tout ce qui est genre les automatisations de base et parfois, tu sais, ça peut être une séquence de bienvenue. Donc, à juste dire, OK, ben, quand, par exemple, tu t'inscris à l'infolette, ben, la personne devrait recevoir, par exemple, un genre de coupon rabais sur le premier achat. Donc, tu sais, dans Klaviyo, on peut dire, OK, mais là, je vais mettre un pop-up pour aller collecter l'email de la personne lorsqu'il arrive sur le site. On l'accueille avec, tu sais, 4-6 courriels comme tel, puis avoir juste des séquences d'abandon. Donc, déjà, ça, tu sais, tu fais déjà mieux que la majorité des gens juste en faisant ça. Après, c'est sûr qu'il y a l'aspect de envoyer des communications, des infolettres sur une base régulière. Puis là-dessus, c'est pas juste envoyer des rabais, mais c'est aussi chercher à éduquer les personnes et avoir une constance dans la boîte de réception. Donc, on va habituer la personne, en fait, à lire l'infolettre. Mais tu as réalisé avec le temps que les gens ouvrent leur courriel. Ça rapporte, là, ça porte fruit. Là. Tu parlais de statistiques tout à l'heure. Là, fait que c'est un médium qui vaut la peine d'être utilisé. Là. C'est ce que absolument. tu dis. Ouais. Tu sais, comment moi, c'est là où j'ai eu comme le shift. Je dirais, c'est comme, je pense que c'était comme fin d'année 2022 où j'avais aidé justement une cliente avec son infolette. Puis on a juste mis en place les bases. Tu sais, ça a été vraiment un truc qui a été fait 4 semaines et tout. Et directement, tu sais, je vois un 30 000, ben, c'est aussi avec le Black Friday et tout, mais tu sais, juste avec les automatisations, puis quand je travaillais avec cette cliente-là, tu sais, sur une année, en fait, on a quand même réussi à multiplier par 7 les revenus provenant de l'email marketing. Donc, tu sais, elle faisait comme un 30 000 habituellement, puis juste en mettant en place les automatisations, on a une régularité. On passe de 30 000 à comme 280 000 de revenus qui, justement, étaient attribués aux efforts en emailing. Donc, il y a un point où j'étais comme, ah, OK, ben, regarde. Je trouvais quand même peut-être c'est intéressant à creuser. Ouais, c'est ça. Je suis comme, ben, OK, là, c'est très rentable pour elle. C'est clair. C'est sûr que la courbe il y a une petite courbe d'apprentissage, mais elle n'est pas énorme non plus. Donc là, j'étais comme, OK, mais il y a définitivement, c'est là que je me suis dit, OK, je vais vraiment pleinement me spécialiser dans l'emailing. C'est quoi les plus grosses erreurs que tu vois en termes d'email marketing, là, chez tes clients ou dans l'industrie? Ou... Ouais, parce qu'on envoie des courriels. Ouais, moi j'en ai, puis il y en a plein que je lis pas aussi. Là. Ouais, c'est ça. Il faut que tu... Comment ça, c'est ça? Faut que tu t'engages les clients à aller l'ouvrir, là, puis aller le voir. Là, l'erreur numéro 1, je vais aller en e-commerce, déjà, c'est pas avoir comme un pop-up pour collecter les courriels. Parce que c'est vrai qu'il y a des études scientifiques qui le prouvent, personne n'aime les pop-up.
Mais pourtant, tu sais, si maintenant je pouvais montrer quelques des chiffres, là, j'ai un de mes gros clients, tu sais, on a mis en place un pop-up bien simple pour dire, tu sais, on offre la livraison gratuite sur le premier achat. Ouais. On est allé chercher 40 000 courriels, puis en plus, le revenu qui était attribué justement avec le pop-up et les séquences de bienvenue, on parlait de quand même $300,000 qui a été fait sur moins de 12... Ben, ça va faire comme 12 mois que je travaille avec ce client-là, Hey, good donc job. tu sais, on parlait juste... C'est sûr que c'est des gens qui étaient déjà sur le site, qui avaient une intention d'achat, mais déjà là, c'est 40 000 courriels récoltés super rapidement. 40 000? Ouais, c'était 40 000. On parle d'une grosse boutique comme ça. Donc, tu sais, déjà avoir un moyen de récolter des courriels sur un site, ça, c'est étape numéro 1. Genre. L'autre truc que je vois, c'est pas avoir les automatisations de base. Donc, la séquence de bienvenue, et ça, je l'ai vu aussi avec des boutiques qui font parfois 1 million par mois comme tel, c'est qu'il y en a qui, soit qui n'en ont pas ou qui n'ont pas une séquence qui est assez longue. Donc, de se dire, tu sais, envoyer 4, 6 courriels, tu sais, prendre le temps d'éduquer les personnes, c'est important. Malgré le fait que 90% des gens, en règle générale, vont acheter durant le premier jour où ils visitent le site, mais il y a quand même l'autre 10% qui, parfois, ils ont besoin de plus de temps. Puis quand on est une petite boutique, ça fait pas nécessairement une grande différence, parfois quelques centaines de dollars, mais quand on fait des millions, à la fin de l'année, ben, c'est des dizaines, centaines de milliers qui s'ajoutent sur la table comme tel. Puis la troisième erreur que je vois, c'est pas envoyer assez d'infolettes. Ah oui. Parce que beaucoup se disent, OK, mais là, si j'envoie trop, est-ce que les gens vont se désabonner? C'est ce que je me dirais. Et ça, c'est la crainte que je vois très souvent. Et pourtant, tu sais, je l'ai vu avec quelques marques avec qui je travaille, puis au début, on voyait peut-être une infolette par semaine, puis là, on a monté graduellement à 3, parfois 4 semaines comme tel. Puis on voit justement sur le revenu l'impact est excellent. On voit justement une grosse augmentation parce que on habitue les gens à ouvrir notre contenu. C'est sûr qu'il faut que ce soit qualitatif aussi. C'est sûr qu'il y a une question de comment être qualitatif sur ça. Mais il y a aussi le fait que les gens ne se désabonnent pas en masse comme tel. Parce que très souvent, c'est sûr que quand tu as une bonne équité de marque, on le voit dans les chiffres, être plus constant et bon. C'est sûr que si jamais ça devient dérangeant, c'est qu'il faut savoir juste regarder les chiffres et se dire, OK, peut-être que là, pour les ressources que j'ai et les chiffres de délivrabilité que je vois, ça ne vaut pas la peine d'augmenter la cadence. Mais souvent, il y a beaucoup de gens qui, c'est plus par peur de se dire une peur de déranger, qu'ils veulent pas en voir, alors que pourtant, c'est l'argent qui est sur la table. Mais tu l'as dit, il y a un aspect d'analyse des données qui est important. Hein. Je pense que tu dois le répéter souvent. Il faut regarder les stats, là, puis se retourner de bord, puis prendre les bonnes actions. Hein. Exactement. Ça, il y a vraiment définitivement un aspect de savoir regarder les données dans son compte, regarder ces données d'infolette pour dire, OK, est-ce que, mettons, mon taux de désabonnement est encore bon? Est-ce que mon taux de... Les gens qui vont me déclarer comme étant du spam est encore aussi viable? Et bon, donc, il y a toujours cet aspect d'analyse. Il faut savoir regarder les données, mais l'avantage de l'email marketing par rapport à, admettons, tout ce qui est genre le contenu organique, c'est que on a une très grande précision. On peut savoir, combien de gens ont ouvert, combien de gens ont cliqué. C'est sûr que ça tend à devenir moins précis avec les dernières mises à jour de Outlook, Google, Gmail, etc., qu'on voit de plus en plus. Mais ça, c'est encore un des médiums où, justement, on a cette précision et on est capable de se dire, OK, peut-être que cette infolette-là, c'était peut-être celle de trop. Je vais prendre une pause de quelques jours pour pas c'est ça, pour revenir. Absolument. Puis de l'autre côté, c'est comment créer comme une bonne infolette, puis c'est quoi les bonnes questions qu'il faut se poser pour quelqu'un, mettons, qui n'a jamais fait ça, là. Tu sais, qui sait même pas que Klaviyo existe, ou il a juste entendu parler de MailChimp un moment donné. Tu sais, c'est comment mettre en place une bonne infolette qui amène des résultats, genre. C'est sûr que la première étape, c'est plus d'établir un genre de calendrier éditorial et se dire, qu'est-ce que je veux envoyer pour le prochain mois et en fonction des événements qui sont dans mon entreprise. Règle générale, moi, ce que je vais faire avec certaines marques, c'est de dire qu'on va regarder, quel genre de communication que tu vas faire sur tes réseaux sociaux et on peut se calquer sur ça pour déjà dire, OK, bien, on va peut-être faire certaines annonces en infolettre pour justement aller rappeler aux gens qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu vas sortir comme produit. Donc ça, c'est la première étape. Après, c'est sûr que pour quelqu'un qui travaille, mettons, quelqu'un qui débute de zéro, moi, j'ai envie de dire, utiliser l'IA. Veux pas, je sais que beaucoup de gens adorent cracher sur l'intelligence artificielle de nos jours, mais il y a un point où tu peux avoir quelque chose qui est moyen, c'est pas excellent, mais tu peux demander parfois à l'IA de dire, OK, est-ce que tu peux m'aider à créer un genre de calendrier éditorial pour mon entreprise? Et à partir de là, tu utilises ta tête, tu dis, OK, est-ce que cette idée-là est bonne, cette idée-là est bonne? Ça, moi, j'irais avec, c'est peut-être quelque chose pour ceux qui ont comme moins de revenus, qui disent, OK, plutôt que de dire, OK, je vais payer quelqu'un pour le déléguer, apprendre à utiliser un peu plus l'IA, moi, c'est quelque chose que je préconise de plus en plus, même avec les grandes marques, parce qu'il y a un point où
créer une infolette, ça prend aussi. Il y a du temps que ça prend. Absolument. Il y a le design, surtout si on parle en e-commerce comme tel, le design a quand même son importance. Oui, parfois, je fais des infolettes qui sont purement textuelles, parfois, mais ça reste que il y a un coût associé à la création et en plus tout ce qu'il y a avec la segmentation. Donc, plus intégrer intelligemment l'intelligence artificielle, les outils comme Canva, là je parle vraiment pour quelqu'un qui débute, les outils comme Canva aussi permettent parfois de créer des visuels qui sont assez beaux sans nécessairement comme devoir en débourser cher en graphisme. Donc, faut savoir, faut pas être trop perfectionniste au départ. Ça, c'est le truc que... parce que si je prends, mettons, quelques projets clients que j'ai fait il y a 2-3 ans, parfois je les regarde puis je me dis, mais c'était vraiment hideux. Genre, aujourd'hui, entre ce que je sais faire aujourd'hui, puis là, le fait que maintenant je travaille avec justement des graphistes, tu sais, c'est la nuit et le jour, justement, tu sais, autant dans tout ce qui est la rédaction, tout ce qui est les visuels et tout. Ouais. Par contre, malgré ça, je peux dire, tu sais, j'ai certains clients où, tu sais, quand je regarde les chiffres que ça a rapporté, je suis comme... c'est des demi-millions que ça a rapporté, puis c'est pas le truc le plus beau du monde, mais par contre, le fait que ça soit fait et que ça soit opérationnel... Exact, puis ça fonctionne, c'est ça, in the end, là, absolument. Puis mettons de l'autre côté, pour une business, un e-commerce qui l'utilise déjà, mais qui peut-être pourrait vraiment l'optimiser, ce serait quoi là, les premiers réflexes à avoir? Là, on va plus être dans un réflexe de, tu sais, on va analyser qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas comme tel, et surtout, on va plus aller dans une optique de comment on peut aller chercher davantage de rétroaction client. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est genre les sondages, c'est-à-dire que, mettons, donc je donne un avis sur ton site, est-ce qu'on peut aller chercher plus de données comme tel, de récolter ce qu'on appelle le zéro party data. Donc, juste pour le définir, c'est vraiment les données que les clients vous donnent par défaut. Donc, exemple, j'ai une boutique par exemple, avec qui je travaille, et là, on va demander quelle catégorie t'intéresse, est-ce que c'est homme, femme, enfant, bébé, et à partir de là, on est capable de dire, OK, on sait qu'une bonne partie des gens sont peut-être intéressés pour les produits pour les femmes ou les bébés. Et là, on peut faire des recommandations qui sont personnalisées à partir de là. Puis on peut même aussi personnaliser le parcours d'achat par la suite. Donc, c'est là qu'on va plus aller dans une approche de on a déjà les clients. Comment je peux apprendre beaucoup plus sur ces clients-là pour justement mieux personnaliser le parcours d'achat, aller... plus on personnalise l'expérience, plus justement on a un meilleur retour sur investissement à la fin de la ligne. Nice. Puis tu pourrais-tu nous partager, tu en as déjà partagé aussi, là, mais tu sais, des réalisations ou des études de cas que tu as été comme wow, là, genre avec tes clients, puis là tu t'es vraiment rendu compte, OK, l'email marketing, genre j'investis toutes mes ressources, mon temps là-dedans. Là. Il y a une étude de cas, puis là, si je reprends l'erreur que j'avais mentionnée plus tôt, le fait de ne pas envoyer assez d'infolettres, j'avais un client qui était dans les pièces automobiles il y a quelques années, et au début, tu sais, il venait de racheter l'entreprise, j'ai regardé un peu le compte Klaviyo, il y avait quelques automatisations, quelques trucs qui manquaient, mais on n'envoyait pas assez d'infolettres. Donc là, moi, ce que je lui ai dit, c'est, regarde, on va créer un calendrier éditorial, on va instaurer une constance. Donc juste une fois semaine, juste pour vraiment augmenter la cadence. Et le plus drôle, c'est qu'on a augmenté les revenus prenant de l'infolette de 241% sur 12 mois. En plus d'avoir fait baisser le taux de désinscription en général. Au contraire, le fait d'être plus constant puis envoyer quelque chose de qualitatif, justement, c'est là que j'ai vu, j'étais comme, OK, envoyer plus d'infolettes, on n'est pas là pour déranger. Les gens t'ont donné leur courriel, ils veulent en savoir plus sur toi, ils veulent avoir de tes nouvelles. Donc, c'est là que pas que tu as ce devoir, mais c'est important pour toi, justement, de rester constant d'avoir de réception. Si jamais tu deviens impertinent, les gens vont te le dire. Ça, c'est là où je me suis dit, OK, je vais commencer à en faire plus. Puis je dirais, comme dans la dernière année, comme tel, avec quelques plus gros clients, il y a un client, j'ai vu, avec quand je regardais les chiffres et tout, je me suis dit, c'est plus qu'1 million attribué juste avec, en partie l'automatisation et le fait aussi d'avoir intégré tout ce qui est... d'avoir aidé l'équipe à internaliser l'infolette. Donc, là-dessus, je suis comme, clairement, là, je le vois, c'est très payant pour les boutiques en ligne. C'est juste que c'est largement sous-utilisé et surtout, avec tout ce qui est le coût de la publicité qui augmente, le coût d'acquisition, les gens ont moins d'argent, donc sont beaucoup plus... ils réfléchissent à 2 fois avant de justement sortir l'argent de leur portefeuille. Ils ont beaucoup plus d'options aussi parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui se lancent en ligne. Utiliser l'infolette, ça reste quelque chose qui... C'est pas trop cher. C'est relativement simple. Il n'y a pas une courbe technique comme par exemple Facebook Ads comme tel. Et pourtant, c'est extrêmement rentable. C'est juste sous-utilisé. C'est méconnu en fait. Ouais. C'est intéressant. C'est comme un domaine que je sais que c'est bon puis c'est intéressant. Surtout pour les e-commerce aussi. Ouais, c'est ça. Mais même, je pense que autant pour n'importe qui. Il y en a-tu pour d'autres types d'entreprises? Autant pour le service que pour...
Parce que oui, e-commerce, je comprends pourquoi. Tu as des produits ouais, à puis mettre c'est en du place. volume aussi. Puis, Ouais. y en a-tu des exemples, maintenant dans le service, de genre compagnies qui l'utilisent super bien ou que ça fonctionne vraiment bien? Genre? C'est vrai que moi, j'avoue que je travaille pas tant avec des entreprises Non, de c'est services. clair. Ouais, Donc ouais. là-dessus, j'ai fait le choix de me dire que je vais purement en Ouais. e-commerce, Ouais. mais en service, ça reste tout aussi important. Ah, c'est clair. Et- Ben oui, parce que... ouais. Et l'avantage, j'ai envie de dire, c'est surtout en service, le volume d'achat. Oh, en fait, non, là, je viens d'y penser, là, parce que j'ai une cliente qui est en B2B. OK. Par exemple, c'est une boutique en ligne, mais B2B comme telle. Et encore là, tu sais, les volumes... Il y a une partie où les gens achètent parfois sur la boutique Shopify, mais moi, ce que je fais avec cette cliente-là, parfois, c'est on écrit juste des affaires textuelles, où on fait comme si c'était une employée qui écrivait. Donc, on dit, ah, regarde, on sait que tu es venu sur le site. Est-ce que tu as besoin d'aide? Appelle-moi à ce numéro. Je suis là jusqu'à la fin de la journée. Ouais. Et tu sais, je me rappelle une fois, on avait envoyé une infolettre en matinée, puis là, ma cliente me dit, ah, regarde, on a fait une vente de 15 000. Donc là, je dis, OK, tu sais, en B2B, Ouais. en service, ça reste super pertinent. C'est sûr que la différence entre B2B, je dirais, ça reste quand même similaire dans les approches. C'est sûr qu'en B2C, on est plus, pas nécessairement plus dans la vente, mais il y a un aspect plus comme visuel, on montre l'équité de marque, alors Ouais. qu'en B2B, on est davantage dans on va plus comme éduquer jusqu'à un certain point, parce que parfois les parcours d'achat sont beaucoup plus longs Ouais. comme tel, mais ça reste un incontournable Ouais. 100%, même en service. Puis toi, pourrais-tu nous expliquer un peu de où proviennent tous tes clients que tu as réussi à avoir depuis le début? Tu sais, parce que je sais que tu as eu beaucoup d'inbound, puis au début, tu sais, sur LinkedIn, tu me coachais beaucoup pour savoir, tu sais, quel ton, comment arriver à, genre, convertir, c'est quoi la structure d'un post, puis tout. Mais pourrais-tu nous expliquer un peu c'est quoi l'évolution, puis c'est comment tu le gères, là, maintenant? 100%. C'est sûr que moi, de mon côté, au début, c'était purement inbound. Donc, tu sais, je fais juste publier sur LinkedIn et petit à petit, OK, il y a des gens qui disent, ah, OK, ben, tu sais, tu fais du bruit, je sais pas ce que tu fais, mais est-ce qu'on peut travailler ensemble? Tu sais, ça a commencé comme ça, mais au début, tu sais, j'avais mon 9 à 5, j'étais encore à l'université. Ben, tu publiais beaucoup aussi, déjà, à l'époque, je me rappelle. Ouais. C'est ça que je publiais aussi, puis en plus, l'algorithme était comme plus généreux, donc là, Ouais. tu sais, c'est comme ça que j'ai eu comme mes premiers clients. Après, c'est sûr que il y a une partie où le bouche-à-oreille a aidé. Donc, tu sais, de temps en temps, à se dire, OK, ben, tu sais, les petits clients parlent à d'autres clients, puis Les là, références, là. Ouais. les références qui viennent. Donc, ça c'est définitivement quelque chose qui aide. Il y a aussi eu la prospection. Moi, c'est quelque chose que j'ai instauré, j'ai intégré un peu plus tard. Puis je dirais que c'est comme un peu mon regret entrepreneurial, parce que pendant longtemps, en fait, et je trouve on voit beaucoup plus ça sur LinkedIn francophone, beaucoup moins sur l'anglophone. C'est un peu cette diabolisation de la prospection. Et il y a une vérité qui est, il y a beaucoup de gens qui prospectent un peu comme des sauvages, dans le sens où ils vont faire des relances 20, relances et tout, donc ça dégoûte beaucoup de gens de la prospection. Et pendant longtemps, je me disais, ah ben j'ai pas envie d'être cette personne-là qui envoie 20 messages comme tel. Mais par contre, j'ai eu comme un changement de paradigme où je me suis dit, mais si j'ai quelque chose qui peut amener 50, 100 000, 200 000 à quelqu'un, je me dis à un certain moment, j'ai un peu ce devoir de juste présenter, dire, regarde, je peux t'aider, je suis là, mais si tu veux pas, ben regarde, on arrête là comme tel. Parce que souvent, faut pas le prendre trop personnel dans le sens où il y a des gens qui vont te dire, non, je suis pas intéressé, puis c'est correct. Genre, je suis comme, OK. Il y en a parfois qui, ils sont occupés, puis tout le monde a sa vie comme telle, mais je pense surtout si tu veux aller vers tes clients de rêve comme tel, parfois il faut aller demander. Il faut pas avoir peur de, comme on dit, shoot your shot comme tel. Puis, le pire, c'est qu'on t'ignore, et parfois, l'opportunité avec qui tu t'essayes il y a 1 an, ça se peut que 1, 2 ans plus tard, ça arrive. Moi, c'est arrivé, là, il y a comme quelques personnes parfois à qui j'ai envoyé un message il y a 1 an, que là, ça a pris 1 an plus tard. Ah, ben écoute, je sais que tu fais ça, et là, ça revient. Donc, c'est là que je me dis, surtout pour ceux qui écoutent et surtout pour ceux qui débutent, comme tel, c'est que moi, j'ai commencé par l'inbound parce que justement, j'avais un peu comme cette peur de me dire, OK, si je vais directement faire la demande, est-ce que je vais me faire prendre pour justement tous ces vilains prospecteurs qui envoient 40 relances comme tel. Mais à la fin, je suis comme, non, c'est entre guillemets gratuit, là, c'est sûr, sauf si tu prends LinkedIn Premium. C'est le temps qui prend, c'est ça. C'est comme, mais c'est vrai, absolument. Il y a des outils, c'est la persévérance. Ah ouais, absolument. Puis je suis d'accord avec toi, nous, on le vit, nous autres aussi, ça prend du temps, le cycle de vente est long, là, puis il faut revenir. Mais à un moment donné, tu as un appel, comme tu dis, puis coudonc, il se fait 1 an qu'on... je dis, OK, regarde, tant mieux. C'est pas des efforts qui sont vains, mais que, dans le fond,
à l'origine, tu te dis, mais coudonc, ça donne rien. Mais non, ça finit par rapporter. Là. Ouais. C'est ça, c'est vraiment un effet boule de neige. Ouais. Donc moi, c'est là que ça... Et après, l'autre point, c'est... Parfois, en fait, en allant faire des interventions dans les universités, c'est drôle à dire parce que, tu sais, j'ai certains amis, personnes qui, justement, enseignent dans les universités comme telles, qui, tu sais, parfois, c'est comme tu rends un peu un service, là, parfois, tu viens comme éduquer un peu les élèves, puis vu que, tu sais, dans le milieu universitaire, souvent, eux aussi, ils ont leur propre connexion, donc parfois, OK, je pense à toi pour telle chose. Donc, absolument. C'est comme ça qu'il y a certaines célébrités, stars, que, justement, j'ai pu obtenir grâce à ça, comme tel. Ça, excuse Antoine. Non, vas-y. Ça, c'est parce que je te connais un petit peu, Thierry. Là. C'est un domaine que t'aimes, ça, l'enseignement, puis la cohabitation avec le monde universitaire ou l'enseignement. Là. Tu continues encore à être actif de ce côté-là. Hein? Ouais, un peu moins. C'est vrai que dernièrement, par contre, j'ai donné comme une première premier atelier à l'université, un atelier payé, dans le sens où là, c'était pas... ouais, c'est ça. C'était pas, j'interviens dans une classe, là, c'était comme un véritable atelier. Un contrat, là, ouais. Un contrat comme tel, donc ça, c'était... Ouais, définitivement, parce que... Mais tu fais de la formation aussi. Ouais, je fais de la formation en plus exact. depuis 5 ans avec la fusée aussi. Donc, ouais, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire comme tel. Puis même, je faisais dans mon approche avec les clients. Ouais, absolument. T'es de même tout le temps, ouais, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, oui, j'aime faire le travail, mais il y a aussi un point où c'est mieux d'apprendre aux personnes à pêcher. Comme peut-être, donc, même avec les grandes entreprises, c'est pas mal ça que j'observe, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, OK, j'ai pas nécessairement envie de payer, toute l'intégration. Comme un frais d'agence. Je dis, mais, tu sais, apprendre à mes employés à faire le travail par eux-mêmes, et surtout avec l'IA et tout ce que les agents d'IA qui se démocratisent. Honnêtement, et je parle pour moi, dans 3 ans, avec tout ce que je vois, je sais que le travail que je fais va changer drastiquement comme tel. Puis le modèle traditionnel, il y en a qui vont rester. C'est, je veux dire, ceux qui sont là depuis longtemps, ils auront encore du pain sur la table, mais par contre, pour les nouveaux joueurs, ça va changer. Les règles vont changer. Absolument. Ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui se lance, qui veut se lancer en entrepreneuriat? Tu sais, ça peut être des apprentissages aussi que tu as eu on the way, de comment, OK, peut-être fais pas cette erreur-là, ou genre, qu'est-ce que tu trouves qui est le plus important là, pour vraiment réussir? Là? C'est une excellente question. Là, je t'avoue... En fait, c'est parce que j'ai tellement de trucs que je pourrais dire. C'est là que je vais aller avec un conseil à se dire, tu sais, ne pas prendre le conseil de tout le monde là-dessus. Genre. C'est surtout quand tu prends le conseil d'une personne entrepreneuriat, c'est être capable de dire, okay, c'est quoi le background de cette personne-là? Ça, c'est comme la première chose que je poserais. Et de se dire, est-ce que la personne qui me donne le conseil, j'ai envie d'aller dans sa direction ou non? Là? Parce qu'il y a une vérité là-dessus, il y a beaucoup, mais surtout si je prends LinkedIn, Instagram, Twitter, tu sais, plein de gens vont te dire, OK, ben, tu sais, travaille 16 heures par jour. Il y en a d'autres qui vont te dire, ah non, tu sais, c'est correct d'avoir un équilibre comme ça. Puis tout le monde ne veut pas la même vie, c'est correct. Là. Il y en a qui aiment le grind, il y en a qui aiment faire ces longues journées de travail. Il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui veulent entreprendre pour se dire, OK, c'est une entreprise plus lifestyle et c'est correct aussi. Donc, ça, c'est le conseil de dire, OK, prends pas les conseils de tout le monde et surtout, fais ton due diligence. Donc, prends le temps de savoir où est-ce que la personne s'en va, c'est quoi son background. Comme ça, c'est le premier conseil. Le deuxième que j'aurais, c'est accepter que ça va prendre du temps, dans le sens où je suis comme être patient, parce que ça prend du temps pour savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment faire en entrepreneuriat et ça va probablement changer. Puis je dis ça, ça s'applique en entrepreneuriat, mais ça s'applique aussi pour beaucoup de gens qui sont sur le marché du travail. Il y en a qui se disent, OK, ben, moi je suis en RH, puis il y en a qui vont faire ça toute leur vie, puis ils étaient nés pour ça. Il y en a qui, puis je prends, mettons, j'ai certains de mes amis que je pense à eux, ils ont essayé une job, ça n'a pas fonctionné, ils ont réessayé autre chose, ça a pris comme 3-4 essais, comme ça ils sont retournés à l'école, puis là aujourd'hui, OK, là j'ai trouvé ce que j'aime, puis ça a pris du temps, mais aujourd'hui, c'est la personne, je pense à lui, il est aligné, il aime ce qu'il fait, donc OK, faut accepter que ça prend du temps. Puis le troisième, c'est sur tout ce qui est le pricing, sur le pricing, surtout quand on débute, parce que j'avoue que ou plutôt même sur tout... le troisième conseil que je vais donner, c'est plus sur le syndrome de l'imposteur. Parce que ça, j'avoue que, on entend souvent parler comme tel. Je trouve que la meilleure façon de s'en débarrasser, c'est enseigner. Puis,
je sais que c'est pas tout le monde qui aurait la chance de dire, OK, ben, je pourrais enseigner chez La Fusée, comme tel. Moi, c'est vrai que moi, ça m'a grandement aidé. Tu sais, le fait d'enseigner, tu sais, parfois, c'est une fois par mois chez La Fusée, et de dire, OK, ben, parfois, moi, ce qui me paraît basique pour quelqu'un qui aura plus d'années d'expérience que moi en marketing, comme, oh, wow, OK, ça fait toute la différence dans la vie. Moi, ça m'a grandement aidé. Mais moi, ce que je fais aussi à la fin de mes mandats, puis tu sais, je l'ajoute en formation où je forme des employés, c'est je fais le travail, puis ensuite, je forme la personne. Donc, à la fin, c'est quand tu enseignes à la personne, mais tout est pâté, oh, wow, OK, c'est super et tout. Et là, ça te fait réaliser, ah, OK, ben, ce que je fais, ben, pour moi, c'est peut-être basique, mais pour d'autres, ça fait la différence. Donc ça, c'est, je dirais, comme mes 3 conseils. Ouais. Non, c'est des bons conseils, c'est sûr. Ça prend toujours plus de temps que prévu. Hein. Tu penses que ça va être rapide puis que ça va être facile, mais au final, c'est tout le temps plus compliqué. Puis tu essayes une route, puis là, ça marche pas, puis là, tu recommences. Puis... il faut accepter de pivoter, tu sais, puis de changer. Tu sais, c'est normal. Oui, absolument. Puis tu sais, on a parlé un petit peu d'intelligence artificielle, puis je te connais, on en parle tout le temps un petit peu, t'es vraiment dedans, les 2 pieds dedans, t'adores ça comme moi aussi. Tu sais, pour quelqu'un un entrepreneur qui l'utilise pas encore, e-commerce, entreprise de service, petite entreprise, qu'est-ce que t'aurais à lui suggérer, lui recommander là, à faire pour justement augmenter sa performance, sa rapidité, puis avoir une qualité de vie aussi là-dedans? Première chose, c'est de jouer avec. C'est sûr que moi, où j'ai été comme avantagé par rapport à plusieurs, c'est que quand j'étais en entreprise en 2021, il y avait ce qui s'appelait genre Jasper AI, donc c'était avant ChatGPT comme tel. Puis moi, au début, tu sais, je rédigeais des articles avec l'IA via Jasper. Donc quand ChatGPT est arrivé sur le marché, c'était pas complètement nouveau. Donc, le premier, c'est vraiment être curieux puis se dire, c'est correct si ce que l'IA te sort, c'est pourri. Au début, c'est pareil pour tout le monde et c'est OK. Donc, accepte que t'es pas bon avec l'IA. Accepte. Et ensuite, c'est vraiment de s'éduquer là-dessus. Je sais que moi, là où vraiment, je trouve, il y a les plus grandes avancées, c'est Twitter. Twitter X maintenant. Donc, moi, je t'avoue que c'est vraiment sur comme Twitter X où je vois souvent des gens qui sont beaucoup plus avancés, qui sont en train de montrer tout ce qui est genre les automatisations, le N8N, Make, etc. Donc, c'est vraiment d'avoir cette curiosité, en fait. C'est de dire, OK, teste au quotidien, puis essaie, joue avec ChatGPT, Claude, n'importe quel modèle comme tel. Intéresse-toi. Il y a des infolettes qui existent là-dessus. Il y a plein de gens qui en parlent et qui montrent justement comment bien le faire. Ensuite de ça, regarde je vais pas t'en parler d'automatisation parce que moi, c'est qu'il y a un truc que j'ai mis en place depuis janvier. Comme tel, c'est un outil d'IA, c'est un genre de assistant virtuel IA. Là. Moi, c'est genre Fixer AI qui trie mes courriels, répond à ma place ou... Puis moi, je le dis, j'ai gagné comme 5 heures semaine depuis que j'ai mis ça en place. Donc, c'est-à-dire, intéressant à l'IA, intéressant aussi aux outils, puis teste les outils. Généralement, les outils vont te charger comme 10, 30 dollars mensuellement. Donc, ça donne le temps de voir est-ce que ça me sert ou non comme tel. Puis à la fin, il y a des outils qui vont te servir. Il y a des outils que parfois je teste, puis je suis comme, OK, c'est pas bon du tout. C'est juste quelque chose qui est juste connecté à l'API de ChatGPT ou Claude, mais qui je mis ça dans une belle interface, puis on te charge ça très cher. Mais après ça, c'est plus dans cet aspect-là qu'il faut aller. Mais il y a aussi l'autre point, je pense, qui est important quand on veut travailler avec l'IA, c'est aussi d'être bon dans son travail comme tel. Parce qu'il y a beaucoup qui... Tu vas avoir un gain de productivité, ou un gain jusqu'à un certain point, mais si tu sais pas déjà bien faire le travail, le output final sera mauvais. Ça, c'est point 1. Puis l'autre truc super... Moi, je trouve que c'est en dehors de l'IA, mais c'est aussi de continuer de se stimuler intellectuellement malgré tout. Parce que je le remarque dernièrement, moi par exemple, j'ai commencé à mettre en place des copybots pour chacun de mes clients. Donc essentiellement, c'est que c'est des projets dans ChatGPT où justement j'ai un peu mes propres documentations. La même documentation que j'aurais donnée à un être humain, mais là je la donne à une IA pour justement accélérer le processus. Donc je rédige beaucoup moins qu'avant. La bonne nouvelle, c'est que à la fin de la journée, je suis moins fatigué, je peux me coucher plus tôt. Donc là-dessus, c'est un gain. Par contre, je me ramasse dans un cas où je suis plus en train de faire du copier-coller, peaufiner, plutôt que avoir la réflexion comme tel. Donc c'est sûr que se stimuler en faisant de la lecture, en faisant, je sais pas, peinture, sortir dehors, la stimulation intellectuelle, je pense, elle reste importante parce que si on arrive au point où on délègue complètement sa pensée à l'intelligence artificielle,
ça va faire peur. Surtout quand je pense à la nouvelle génération. Ouais. Comme ça, c'est quelque chose que, là, si je prends, par exemple, mon petit frère, lui, qui est à l'université, il m'en parle parfois, là, il me dit, ouais, mais tu sais, j'ai certaines personnes avec qui je travaille, parfois je fais des travaux d'équipe qui, tu sais, ils vont même pas nécessairement prendre le temps de réfléchir à comment régler, c'est juste copier-coller ChatGPT, puis ils envoient ça. Donc, tu sais, il y a une beauté dans la réflexion, il y a une beauté dans l'effort pour se rendre à output final qui, je pense, ne devrait pas complètement disparaître à cause de l'IA. Non, je suis tellement d'accord. Faut pas le prendre pour comme une fin, mais comme un outil, tu sais, puis moi, j'aime dire, ça l'amplifie qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est vrai qu'il faut quand même rester critique parce que, tu sais, c'est trop facile maintenant aussi. Puis là, avec les deep search, puis avec les prochains modèles qui s'améliorent, ça n'a pas de bon sens. C'est quand même difficile de se projeter puis voir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, là. C'est fou, là. Ouais, c'est... Non, j'avoue que plus je vois ça, comme... en tout cas, de ce que je vois, en tout cas, si je prends avec mes clients actuels, là, c'est... Beaucoup, c'est plus de se dire, OK, maintenant que mettons, tu as des A-players en entreprise et que là, tu les matches avec justement l'IA, dans les cas où justement, tu sais, le A-player commence à produire beaucoup plus qu'auparavant. C'est quelque chose que je vois justement avec certains clients qui disent, OK, maintenant, ils intègrent l'IA dans leur processus, donc ça va beaucoup plus vite et le output est plus grand. Donc, à un certain point, c'est... Tu sais, on a nécessairement comme moins besoin de recruter, surtout que, tu sais, là, si je parle comme dans l'espace e-commerce, DTC, direct to consumer, les marges sont généralement faibles. C'est pas des grandes marges de profit comme en service comme tel. Donc, il y a un point où c'est comme, OK, ben là, maintenant, j'ai parfois moins besoin de recruter. Il y a aussi des cas où, tu sais, on laisse peut-être partir des personnes, mais là, on parle pas de remplacer, parce que moi, je trouve qu'il y a une exagération d'en dire que l'IA va remplacer l'humain. Je pense pas que c'est demain matin, on va dire, OK, ben, sors de ta chaise, puis je mets Claude à ta place. Mais par contre, on va arriver à un point où, OK, il y a beaucoup de tâches répétitives qu'on faisait en entreprise qui commence à s'automatiser avec des agents d'IA. Ouais. Et là, ça commence à se démocratiser parce que si je prends il y a quelques mois, tu sais, Manus qui était sorti était comme à $100 par mois. Genre, ça faisait des bonnes choses, mais est-ce qu'en maintenant, je peux me dire que je paye $100 par mois, puis est-ce que j'ai toujours des tâches et tout à faire? Mais là, maintenant, on voit dans ClickUp, Asana, maintenant qu'ils commencent à justement mettre en place les agents d'IA qui se connectent avec parfois ChatGPT, Claude, comme tel. Puis quand tu as ta propre documentation, il y a un point où c'est comme, OK, ben, j'ai plein de processus que je faisais par moi-même, que là, maintenant, je les retire et que je laisse, admettons, un agent d'IA faire en partie le travail. Il y a toujours le regard critique qui est nécessaire, mais absolument. Encore là, c'est plus une question de, OK, plutôt que de recruter une personne pour dire que là, tu vas faire l'analyse, je pense que les personnes qui, pour se réinventer à l'ère de l'IA, c'est soit vraiment que on a un peu cette stratégie qu'on est capable d'exécuter super rapidement maintenant, plusieurs tâches qui avant nécessitaient plusieurs personnes comme telles, mais par contre, on peut hyper personnaliser des stratégies. Là, moi, je parle pour moi en marketing, l'hyper personnalisation est rendue beaucoup moins chère qu'elle l'était il y a quelques années. Absolument. Ça, c'est là l'avantage que je vois avec l'IA. Puis je pense que dans toutes les industries, plus on peut comme personnaliser, aller plus loin, on va aller beaucoup plus vite. Ça va faire mal, je pense, pour certaines personnes. Je pense si je pense à quelqu'un qui est moyen dans ce qu'il fait, j'aurais peur. Ouais. Parce non, que c'est clair. Tout se commoditise, les compétences se commoditisent. Puis même, je vais donner un exemple parce que hier, moi, j'utilise parfois Figma pour du design comme tel. Puis là, maintenant, ils ont sorti une nouvelle IA qui permet justement de prompter et ça code et ça fait en partie les visuels dans Figma en HTML. Donc, je donne, admettons, un travail que j'ai fait au préalable. Ça codait en HTML. Donc là, j'étais à un point où j'étais comme... Les graphismes vont pas disparaître loin de là, mais c'est sûr que... Ça se transforme. Ça se transforme. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, on vit une grosse transformation de la manière qu'on travaille. Puis, je vois ça tellement gros comme tsunami que je pense qu'on n'a pas le choix de comme s'y adapter. Là. On le voit juste avec les statistiques d'utilisation de OpenAI, ça a été le seul site qui a augmenté dans le top 10 des sites les plus fréquentés. Moi, pour ça, puis moi, je trouve que c'est intéressant. Mais c'est sûr qu'il y a des downsides, là. On s'entend. Mais en même temps, il faut s'y intéresser pour pas être ceux qui vont être les plus impactés aussi. Là. Selon moi, c'est la moindre des choses. Puis c'est des outils qui sont comme abordables. Quand tu parlais de ça, moi, je trouve ça important aussi de continuer à être critique puis d'apprendre aussi continuellement. Puis pour apprendre, ben, en ce moment, on a accès à l'information partout, gratuitement quasiment, puis de la bonne information. Puis tu peux apprendre sur pas mal plein de sujets aussi. Fait que, tu sais, je pense que c'est un bouleversement, mais dans tout ça, il y a des défis, mais il y a des opportunités aussi à saisir. Genre. Absolument. Ça, tu l'as super bien dit. C'est sûr que, comme tu l'as dit,
je sais que souvent on parle, tu sais, de l'aspect éthique, l'aspect tout ce qui est environnemental avec l'IA, puis on s'entend, quand on parle d'innovation, il y a toujours des backlash. il y a toujours des backlash, il y a toujours des problèmes qui sont réels, mais de l'autre côté aussi, tu sais, il y a une redistribution des cartes partout dans le monde où... Tout le monde peut accès à être bien plus intelligent rapidement, selon moi. Là. C'est ça, tu sais, tout le monde peut apprendre... Il y a une partie où je dirais, on peut apprendre des compétences jusqu'à un certain point plus rapidement. On peut aussi... Il y a un point, en fait, je vais récapituler, en fait, je vais... On va rewind. et tout, mais il y a un point où c'est ça, plus de gens maintenant peuvent parfois, tu sais, entrer dans le marché. Comme ça, tu sais, les barrières à l'entrée sont en train de tomber dans pas mal d'industries comme telles. Donc, c'est sûr que, tu sais, si je parle de tout ce qui est genre la rédaction, création de contenu, le codage, comme plus de gens peuvent maintenant le faire sans prendre tout le temps pour apprendre la compétence. Par contre, je pense que ça reste important de garder cette curiosité puis d'aimer le processus. C'est là un peu ma crainte, je trouve. Surtout quand je parle quand je vois tout ce qui est genre l'imagerie IA. Comme tu sais, il y a beaucoup de gens qui, même moi, là, je fais ça en 2022, là, poster des belles images Midjourney et tout, mais je trouve qu'on perd un peu le plaisir de dire, OK, mais tu sais, comment cette personne a fait cette photo, là, ou des choses comme ça. Parce qu'auparavant, tu sais, si je regardais une belle image qui a été peinte, ou si je regardais une photo, tu sais, c'était vraiment se dire, OK, ben, il y a un travail qui doit être fait. Mettons, tu sais, si tu as pris une photo sur une montagne, ben, tu sais, il faut que tu aies monté la montagne et tout. Alors que là, maintenant, c'est plus, tu es devant ton clavier. On priorise comme plus la finalité. Donc, c'est là que j'ai un peu cette crainte. Mais de l'autre côté, il y a une redistribution de cas. Il y a plus de gens qui peuvent entrer dans le jeu. Donc, ça va faire mal à beaucoup de gens. Moi je le dis, puis tu sais, je le vois. Même moi, tu sais, je donne un exemple. Avant, oui. Je payais souvent, mettons, tu sais, comme 100, 150 $ des personnes pour rédiger parfois des emails, mais la réalité, c'est qu'en e-commerce, souvent, tu sais, il y a beaucoup de dernières minutes. C'est souvent, vu qu'on a beaucoup de... On veut sortir de la cantine, donc il y a un point où, et je le dis maintenant à mes clients ouvertement, je suis comme, regarde, je vais faire un copy-bot, comme ça, la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir créer beaucoup plus rapidement pour toi avec le même rendu comme tel, mais de l'autre côté, tu sais, j'aime aussi, tu sais, cette collaboration avec d'autres personnes qui, justement, ont cette pensée, sont meilleures que moi dans le copywriting, un titre d'exemple. Ouais. Oh non, c'est clair, il faut l'utiliser. Est-ce que tu utilises des agents? Parce que je sais qu'on en a parlé un peu de Manus là, quand c'était sorti, je voulais savoir ton avis puis tout. T'en as-tu mis? Ouais, puis t'en as mis en place quand on s'était vu la dernière fois, là, tu m'avais expliqué, ça marche-tu ou où est-ce que t'en es avec les agents? Ouais, parce que j'avais acheté un agent de Pascal, là j'ai oublié son nom de famille m'échappe, mais Pascal qui est justement spécialiste en IA, il a un groupe school comme tel, puis je l'utilise un peu, c'est sûr que c'est pas parfait, mais définitivement, moi, j'ai commencé à m'intéresser avec tout ce qui est genre le Make, un peu N8N. Là, j'avoue que c'est plus parfois Twitter. Là. Donc, moi, je suis plus dans l'aspect de je veux apprendre, tu sais, dans le sens où moi, c'est comme ça que j'apprends, c'est je regarde qu'est-ce que les autres font, puis parfois, là, je dis, OK, est-ce que là, j'essaie de comprendre le processus, puis ensuite, j'essaie de faire des trucs plus basiques. Donc, en ce moment, j'intègre graduellement les agents d'IA. Moi, ma prochaine étape, c'est plus dans ma gestion de projet avec... ClickUp, ils ont sorti en fait des agents d'IA comme tel. Encore là, je m'attends à quelque chose de très basique comme tel. Puis j'ai aussi pris une formation avec François Pelletier qui est sur LinkedIn justement pour tout ce qui est lié à le local. Parce que c'est sûr que plus je travaille avec des plus grosses entreprises, il y a aussi l'aspect de sécurité des données comme tel. Donc c'était quelque chose que je suis comme, il faut que je m'intéresse. Je peux pas non plus toujours dire, OK, ben je fais tout dans ChatGPT ou Claude. Il y a un aspect aussi de, OK, ben c'est des données confidentielles avec lesquelles je joue. Donc là-dessus, je suis plus dans IA local, donc il y a une partie où genre, sécurité des données, c'est quand même important. Il y a une partie genre agent d'IA, la prochaine étape, moi, c'est dans ma gestion de projet. Donc ça, c'est là-dessus que je veux jouer. Puis ensuite, automatisation d'entreprise. Éventuellement, je vais m'y rendre. Sûrement que je vais peut-être payer quelqu'un pour me l'apprendre comme tel, là, parce que on peut pas, il y a seulement 24 heures dans une journée. Non, ça c'est clair. Non, puis ça évolue tellement vite aussi. Genre, à chaque semaine, t'as comme une autre patente qui arrive 10 fois meilleure. Puis, non, c'est crazy. Puis c'est quoi que tu trouves le plus difficile, là, ce moment, en termes d'entrepreneuriat, ou qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile là, dans les dernières années? Je dirais que c'est l'incertitude. Ouais. C'est... Parce que l'année dernière, en fait, j'ai décidé de faire un pivot où je me dis, OK, je vais vraiment me spécialiser vers des plus grosses entreprises, je vais comme revoir mes services. Donc, tu sais, j'ai comme coupé, je sais pas comment couper les ponts, mais c'est avec certaines entreprises, j'ai dit, OK, là, on va arrêter, j'ai t'aider à internaliser, puis là, moi, je vais me focaliser là-dessus. Donc, tu sais, c'est drôle à dire, mais tu sais, en 2024, surtout l'été dernier, mais ça allait super mal, en fait. C'est dans le sens où, tu sais, en ce moment, c'est très occupé, je fais des très longues journées, mais il y a moins de 12 mois, là, c'était un point où j'étais comme, OK,
le compte bancaire, tu sais, dans les 3 chiffres et tout, la carte de crédit qui était complètement loadée et tout. Puis là, j'étais comme, ouais, je sais pas comment je vais joindre les 2 bouts pour la suite des choses. Donc là, ça a été comme super difficile, mais par contre, tu sais, ça a payé. Donc, tu sais, c'était parti là de savoir, tu sais, c'est quand que ça va finalement marcher. Parce que si je prends, juste pour contexte, là, pour ceux qui veulent peut-être faire un pivot, tu sais, j'avais en 2023 un chiffre, tu sais, des leads constants qui venaient, ça marchait bien. Mais par contre, je faisais tellement d'offres en même temps que là, j'étais comme, je sais que c'est pas du tout durable. Ouais. Et donc là, 2024, je me dis, OK, je vais aller vers quelque chose qui est plus durable. Donc là, tu sais, j'ai coupé. Focus. Gros focus. Ouais. Il y a un énorme creux, puis ça a été 6 mois. Tu sais, moi, dans ma tête, je m'étais dit, OK, en 90 jours, ça va être réglé. Après, on va revenir au même rythme et tout. Ça n'a pas du tout été le cas. Ça a été des longs mois, puis c'était quand même assez difficile. Là, 2025, tu sais, là, je sais que je suis dans la bonne direction. De très longues journées. C'est sûr qu'il y a toujours les deux, genre, dans le sens où il faut accepter dans l'entrepreneuriat à un certain point, et surtout quand on débute. Et, genre, mettons, si je parle à ceux... Mettons, si tu n'as pas nécessairement un réseau, tu n'as pas nécessairement une compétence, comme, au début, tu vas faire des longues journées, ça va être affreusement long, puis il faut accepter que ça fasse partie du jeu. Là. Parce qu'il y a un truc qui me chicote parfois. Il y en a qui font la promotion du hustle culture, dire OK, je travaille 12 heures par jour tout le temps, puis il y a ceux qui vont dire OK, il faut absolument l'équilibre, 4 heures. Pardon, mais entrepreneur, moi, je vois plus ça comme par saison, dans le sens où il y a des saisons où tu vas travailler 12 heures, c'est pas sexy. C'est pas comme ceux sur Instagram qui te montrent une belle vie magnifique. Moi, en ce moment, je suis dans une phase où je fais des très longues journées. C'est pas sexy du tout. Je sais que je suis dans la bonne direction, mais là, j'essaie de construire un nouvel équilibre comme tel. Donc, faut accepter que quand tu construis, c'est pas amusant. C'est pas quelque chose qui est comme glamour, comme les gens aiment le montrer sur les réseaux sociaux. Mais par contre, il y a un sentiment de fierté de se dire OK, j'ai réussi à faire ça. Comme ça, je pense, à un certain point, que sur le marché du travail, j'aurais pas nécessairement réussi à avoir ce sentiment d'accomplissement, de se dire, OK, il y a plein de paradigmes que j'ai dû changer par moi-même pour me rendre à faire ce que je fais aujourd'hui, que pour l'entrepreneuriat offre justement ce cadeau-là. Puis aujourd'hui, j'ai ces discussions-là parfois, si, mettons, je prends avec des amis qui, par exemple, ils viennent d'arriver au Canada, qui, justement, légalement ne peut pas toujours entreprendre, dans le sens où de pouvoir se dire OK, moi je me lève le matin, je travaille sur mes propres idées et tout, moi je le vois comme un privilège comme tel. Puis surtout si je parle mettons tout ce qui est la politique actuelle au Canada, on a une certaine stabilité politique, dans le sens où d'un matin, le gouvernement peut pas te dire Antoine, OK, ben Bourrasque, mets la clé sur la porte, c'est terminé. Alors que parfois j'en parle avec d'autres personnes de d'autres horizons, parfois ils me disent parfois, tu as une genre d'instabilité. Ça se peut que, juste par la politique, ça ferme, entre guillemets, ton entreprise. Alors que là, on a un peu cette stabilité. Là. Au Canada, c'est pas parfait. Puis là, je sais qu'il y en a qui pourraient débattre en long et en large sur ça. Mais je suis comme, non, j'avoue que je suis rendu à un point où je suis comme, OK, parfois, les longues journées, là, c'est éreintant. Mais j'apprécie aussi le fait que, je puisse le faire. J'ai la santé comme telle. C'est sûr que ça ne sera pas toujours comme ça, je l'espère, mais... Ouais, moi c'est comme ça que je vois pour l'entrepreneuriat. Ah, mais good job, sérieux. C'est tout le temps inspirant de te parler parce que je sais que c'est tellement pas facile aussi de garder la motivation quand ça va pas bien. Puis, nous aussi, l'année dernière, l'été, là, c'était vraiment un des plus gros creux qu'on avait eu en genre 4 ans. Puis c'était comme, OK, mais là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça marchait tout bien, les autres affaires? Puis, ça te repose des vraies questions fondamentales. Puis, mais c'est ça, c'est toujours de dire, OK, non, une journée à la fois, puis qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour comme me rapprocher de tout ça? Qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil à quelqu'un qui rush là, avec sa business en ce moment pour justement l'aider à surmonter ça puis voir la lumière au bout du tunnel? Là? Pour quelqu'un qui rush, parfois c'est sûr, c'est juste d'être capable d'identifier pourquoi tu rushes déjà. Ça, c'est comme le truc, parce que parfois, c'est soit, OK, est-ce que tu manques de prospects? Est-ce que c'est parce que, je sais pas moi, t'arrives pas à livrer à tes clients? Donc, si, admettons, c'est un manque de prospects, parfois, c'est de réviser ses méthodes aussi. Puis, il y a un point où on pense c'est vrai à dire, parfois, on pense qu'on travaille fort, mais en réalité... On travaille pas sur la bonne affaire. On travaille pas sur la bonne affaire, puis on travaille pas si fort que ça. C'est très drôle à dire, mais... J'ai eu comme un peu ce shift, je pense que tout le monde qui part en affaires, quand tu es employé en entreprise, on va dire, tu fais ton 8 heures et tout, mais quand tu passes d'entrepreneur où là, tu fais tout, puis là, tu as l'administratif, je suis comme, je travaille pas si fort que ça, finalement. Là, je regarde, puis non, c'est... Donc, je veux pas nécessairement dire, travailler plus fort, c'est un conseil, je pense, qui serait comme un peu... Non, je suis d'accord, parce que c'est ça, on a toutes 40 heures dans
dans une semaine. Ben non, on a toutes 24 heures dans une journée, en fait. Et tout. Donc, parfois, c'est juste de dire, OK, parfois, c'est juste de, tu travailles sur la mauvaise chose. Parfois, c'est aussi de prendre le temps, de discuter, soit avec un ami, mais surtout, quelqu'un qui a un background, soit quelqu'un qui a comme un peu plus d'avance sur toi. Le conseil que je donne à quelqu'un qui rush aujourd'hui, c'est être capable de, moi, donc c'est vrai que le fait que on se parle au téléphone, toi, t'es plus en avance que moi, ça fait plus de temps que l'entrepreneuriat. Donc, parfois, je me dis, OK, sachant que toi, t'es passé par cette épreuve-là, ça aide grandement. Il y a des cas où aussi, ça peut être de, regarder dans, et là, c'est là la beauté des réseaux sociaux, c'est que tu peux connecter avec tout le monde. Ouais. C'est pas tout le monde qui est... Bon, il y en a qui vont te dire non, il y en a qui vont te dire oui. Ah ouais, comme dans tout. Comme tel, donc ça, c'est faut accepter. Puis, il y a aussi des cas où tu as des genres de groupes des groupes d'entrepreneurs, des communautés Slack, des choses comme ça, où tu peux parler de choses... Tu peux parler de qu'est-ce que tu vis pour, justement, avoir des conseils. C'est plus dans cet aspect-là que je pense que ça peut aider. Ouais. Et non, parce que quand j'y pense... moi, j'y pense, mettons, l'année dernière, comme parfois, j'ai des victoires, puis autant, j'aime bien t'en parler de victoires, mais parfois, si je parle avec mes amis qui sont non-entrepreneurs, parfois, il y en a qui ne comprennent pas tout ce qu'on vit. Donc, ouais, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Ça sort de l'autre, donc parfois, je suis comme, OK, pouvoir parler de tes victoires et tes défaites. C'est sûr que là-dessus, moi, je dirais, j'ai quand même la chance d'avoir des amis qui ont quand même un peu empathie, où je sais que je peux parler de ce que je vis, puis ils comprennent pas nécessairement, mais ils ont cette empathie-là, mais je sais qu'il y en a que c'est pas du tout le cas, ou parfois même où l'entourage va plus te ramener vers le bas, puis c'est plus, ils vont dire, OK, non, mais pourquoi tu es en train de faire tout ça? Donc, c'est vraiment comme se créer un peu son cercle. Puis même si c'est pas un cercle dans la vie réelle, parfois, ça peut être virtuel et c'est correct. Absolument. Ouais, je suis tout à fait d'accord d'avoir un réseau de soutien qui... Oui, c'est un bon conseil. Le réseau d'entrepreneurs, le partage de tes bons coups, mauvais coups, le partage, c'est enrichissant d'être capable de comprendre. Comme tu dis, il y en a qui sont passés par là. Comment est-ce que je peux, moi, m'inspirer de ça, puis en prendre des leçons. C'est un très bon conseil, ça, Thierry. Vraiment. C'est quoi que t'es plus fier, Thierry? Je pense que c'est plus comme la personne que je deviens en entreprenant. C'est drôle à dire parce que, souvent, c'est comme ton entreprise est un peu comme jusqu'à un certain point, un reflet de toi-même. Donc, tes qualités vont être là, mais tes défauts... Ils vont apparaître en gros pop-up. Il y a un conseil que quelqu'un m'avait donné, puis il m'avait dit, souvent, la façon dont une personne, mettons, gère son argent, ça se reflète 100% dans son entreprise. Donc, parfois, quelqu'un qui est plus conservateur dans ses finances personnelles, ça va se refléter dans la façon dont il rémunère parfois son personnel, et même, les défauts que tu as, mettons, si, mettons, je sais pas, ta chambre est en désordre tout le temps, mais il y a plus de chances aussi que ça se reflète, ce désordre-là se reflète dans ton entreprise. Donc, c'est sûr que je suis pas en train de dire que je suis parfaitement organisé et tout, on avance à tous les jours, mais par contre, la genre de discipline que je me suis donnée avec l'entrepreneuriat, perso, c'est l'un des trucs dont je suis plus fier. Donc, c'est sûr que, oui, c'est cool quand il y a un chèque qui rentre, puis là, t'es comme, OK, c'est cool, il y a de l'argent, mais à la fin de se dire, je sais que le moi d'il y a 5 ans ne pourrait pas faire tout ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis comme, OK, pour me rendre là où je suis, l'argent, c'est cool. Aider aussi, c'est sûr que pouvoir aider les gens, puis surtout quand je vois certains de mes clients qui disent, OK, là, je suis en train d'engager de nouvelles personnes, je suis comme, ultimement, le travail jusqu'à un certain point contribue à créer des jobs dans l'économie. Donc là, je suis comme, écoute, il y a un certain nombre de fierté, mais il y a aussi le travail sur sa personne, que je me dis, l'entrepreneuriat, il y a une quête un peu, entre guillemets, comme spirituelle qui vient avec. Donc, c'est pas toujours sexy, c'est pas toujours glamour, mais par contre, la transformation qui vient, moi, je la trouve, c'est vraiment inspirant. Ah non, c'est clair. Non, c'est clair. Ça nous fait aller dans des zones qu'on serait jamais allé non plus aussi, là. Comme l'analogie que j'aime bien dire, c'est comme si tu te garages dans une forêt qui est pas découverte, puis c'est comme, OK, débrouille-toi, puis genre... il n'y a pas de path prédéfini, puis chacun est tellement différent, des intérêts différents, des expertises différentes, puis c'est juste après que tu te rends compte que, OK, tout ce que j'ai fait, ça m'a aidé quand même si dans ce temps-là, j'étais genre, qu'est-ce que je fais ici, là, genre... Non, c'est un cheminement, hein, tu vas apprendre plein de choses, puis apprendre sur toi, apprendre sur les autres. Absolument, absolument. Ben écoute, c'est vraiment super intéressant. Si tu avais à dire, mettons, un mot à ta clientèle cible que tu voudrais leur dire, un message, un mot de la fin qui pourrait être soit inspirant ou de dire un truc, si jamais un e-commerce a des défis dans son email marketing, aurais-tu un petit mot de la fin pour nous? Le mot de la fin que j'aurais, c'est clairement,
si tu as une boutique en ligne, tu fais 50 000 par mois en vente. Et même pour ceux qui font en bas de ça aussi, parce que tu fasses 10 000, que tu fasses 1 million, je peux dire avec assez de confiance que probablement que tu n'utilises pas assez bien l'email marketing. Je l'ai vu. En tout cas, maintenant, je suis assez confiant de le dire pour avoir vu les back-ends de plus grosses, très grandes boutiques. Mon conseil, je t'invite à me contacter sur LinkedIn. Honnêtement, je vais aller pour le pitch 100%. Écoute, je sais qu'en ce moment, c'est comme le coût de la publicité est plus élevé, c'est plus difficile d'être rentable, tu sais pas où donner de la tête. Moi, je t'invite à regarder. Prends un rendez-vous avec moi, on peut regarder juste pour mettre en place la base. C'est la même base que tu fasses 1 million, que tu fasses 10 000. Même les gros joueurs ne font pas la base, donc ça va me faire plaisir de t'aider sur ça. C'est génial. Un grand merci Thierry. Toujours un plaisir de te parler. Ça a été vraiment un bel épisode. Puis j'en ai appris plus là, sur le email marketing, puis comment ça peut vraiment aider la business qui en a pas. Puis dans le fond, il y a de l'argent qui dort sur la table. Ah, absolument. Oui. Hey, merci Thierry. Plaisir.